Donc je vais regarder avec vous les 6 questions que vous avez posées aux Aulnésiens, aussi bien les commerçants que leurs clients. La première, c'est ce que je pense d'Aéroville, qui vient d'ouvrir, qui est ouvert le dimanche et c'est son boutique, et est-ce que ça aura un impact au Paris Nord? Alors moi je suis persuadé que ça en aura un. Pour avoir discuté avec un certain nombre de responsables d'Au Paris Nord, ils me disent déjà que ça a un impact. À l'époque, j'étais intervenu dans le cadre de l'enquête publique pour m'opposer à Aéroville. On nous avait dit, mais vous inquiétez pas, Aéroville, ce sera des boutiques totalement différentes d'Au Paris Nord. Le résultat aujourd'hui, c'est près de 50 boutiques identiques, voire un peu plus. Donc oui, je pense que ça va avoir un impact entre les deux. Ça va avoir un impact aussi sur l'aéroport et l'accessibilité à l'aéroport, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça juste à l'entrée, et donc comme la plupart des gens y vont en voiture, eh bien, ça aura un impact sur l'organisation même de l'aéroport. Ensuite, pensez-vous qu'au Paris Nord, avec les travaux qui viennent d'être entrepris, 14 salles de cinéma et 6 restaurants, maintiendra son activité? Alors là, je montre à M. Félix entre oui et non. Ça, je dirais, c'est l'avenir qui nous le dira. Moi, j'ai l'impression que c'est une course en avant. Que se sont lancées les grandes surfaces, et qu'en fait ils sont en train d'essayer, face à la concurrence, de s'élargir. C'est vrai aussi à Clé-Souilly, c'est vrai dans d'autres, où ils s'élargissent en disant il faut qu'on puisse faire face aux concurrents. Dans l'étude de l'EPA Pleine de France, on voit que le Paris Nord, malgré son surplus d'activité de restauration, est menacé à court et moyen terme, puisqu'il parle de 2018 pour des difficultés bien présentes. Il parle même de risque d'enfrichement, donc de fermeture, comme ça a eu lieu aux États-Unis avec à peu près le même processus. La question 3, c'est pensez-vous que la demande d'ouverture d'Au Paris Nord le dimanche aura des conséquences négatives sur le commerce de proximité? Moi je pense que oui. Et je pense que... là, votre question, je sais que vous l'avez élargie, je l'élargirai à Aéroville. Il me semble qu'Au Paris Nord et Aéroville ne doivent pas ouvrir le dimanche, parce que sinon on a en effet une concurrence avec le centre-ville et les magasins dans nos quartiers. On sait que c'est sur cette clientèle qui va sur le commerce de proximité qu'est pris le commerce du dimanche. Donc là, on a vraiment non seulement à demander qu'Au Paris Nord ne ferme pas, mais qu'Aéroville, on lui applique la fermeture le dimanche, pour qu'il n'y ait pas, en gros, un déficit là, de concurrence. Enfin, un déficit, c'est pas le mot, mais je ne trouve pas le mot, mais qu'Au Paris Nord ne pâtisse pas de cette ouverture le dimanche. Donc ensuite, sur les 500 boutiques de Repas City, donc sur le triangle de Gonesse, ça fait partie des questions qui sont au cœur de notre programme, d'ailleurs sur l'ensemble des questions sur le commerce. On a, dans notre programme à la page 12, on rappelle notre opposition à Repas City, 500 boutiques, pour plusieurs raisons. La question du commerce, évidemment, quand on crée un emploi dans ce type de méga centre, on en tue ailleurs. Premièrement, et deuxièmement, là encore, la question de l'accessibilité. Comment on accède à Repas City? Il y aurait une gare en plein champ. Donc pour Repas City, il nous semble que, et ils annoncent 50% de notre clientèle qui viendrait en transport, mais ça fait 50% qui vient en voiture. Et là encore, on va avoir une thrombose, une incapacité sur la 1 et sur les autoroutes de se déplacer. Donc un impact fort sur les questions de circulation. Donc si oui, je pense que ça va avoir un impact sur Au Paris Nord et sur les commerces de proximité. Donc aux deux questions, je réponds oui. Et ça a été un de nos gros combats depuis, je remonterai ça à 2 ou 3 ans, contre Repas City. À la fois au conseil municipal, on a présenté un certain nombre de vœux contre Repas City. On avait parfois pris un peu de mal à les présenter, la censure était passée par là. Et puis dans notre programme, je vous dis, on fait référence à 2 reprises, page 12 et page 22, quand on parle du commerce de proximité, de notre volonté de le développer. Alors est-ce que je suis commerçant? Je représente une liste où on a 2 commerçants dans la liste, un restaurateur et un vendeur de vin. Qui sont donc sur notre liste et avec qui on a compris travailler sur les questions du commerce. Donc moi je suis client du boulevard de Strasbourg, des marchés de la ville et un peu de la moyenne surface qui existe à Chanteloup, voilà, pour
réponse. Merci. Pour voir un petit peu que le déroulé qu'on avait prévu dans cet entretien, c'était d'aborder les choses macro, telles que tu as commencé à le faire au travers de cette division du territoire et d'EuropaCity. Donc quelques questions qui vont venir rapidement sur le SDRIF, sur la densification, j'en passe et des meilleurs. Mais aussi une façon de se présenter, parce que si on a pris cette initiative un petit peu informelle dans une constitution rapide d'un observatoire du commerce, on a bien conscience qu'on n'est pas déclaré, on n'a que des intérêts communs entre commerçants et clients que nous sommes, et pour autant, ceux qui ne sont pas là à côté de nous, on regrette leur absence. On avait sollicité comme CAPAD Nord, Aulnay Environnement, pour leur faire poser la thématique du commerce. Et en termes de commerce et d'association de commerçants, j'ai sollicité la présidente des commerçants de Paris Nord, parce que quelque part ce sont aussi des commerçants individuels, ce n'est pas qu'un grand groupe. Et puis, à la limite, a disparu de nos écrans radars le président des commerçants du vieux pays, pour des raisons, je suppose, de campagne électorale en faveur de Ségura. Donc voilà les raisons de notre présence, et puis aussi de notre présence demain pour continuer à faire pression ou à exprimer nos demandes dans le cadre de ce que sont déjà nos préoccupations d'aujourd'hui, que l'on voudrait devoir détailler bien sûr un peu plus. Alors une vision macro, c'est celle qu'on ne peut pas ne pas avoir dans un projet de telle importance, parce qu'on fait essentiellement allusion à EuropaCity, et Henri Félix a une vision, je dirais, plus locale de problèmes qu'il n'a pas manqué de porter ou de tenter de faire traiter par la municipalité. Tout à l'heure, il nous en parlera concernant le stationnement. Donc, on va essayer de tout brosser dans le délai le plus rapide, maintenant qu'on a à peu près bien les questions en tête. Quelques explications de ta part, et ça pourrait valoir pour tous les autres candidats. Ce projet d'EuropaCity, dans le cadre du SDRIF, tel qu'il a été voté, peut-être pas par tout le monde, de ce qui est l'apport éventuellement d'usagers nouveaux, qu'on appelle dans ces cas-là de nouveaux chalands, sachant ce qui est prévu en termes de construction, comment tu vois la zone se densifier et qu'elle peut en être relativement un apport ou pas beaucoup un apport pour ces nouveaux centres commerciaux et de celui-là en particulier, dont il faut rappeler qu'il sera à lui tout seul, en tant que centre commercial, plus grand qu'au Paris Nord et à Aéroville réunis. Donc sur le schéma directeur, donc j'étais celui qui l'a mené pour la région de France en tant que vice-président de la région de France. EuropaCity n'est pas cité dans le texte, puisque il ne nous appartient pas, nous, en tant que région, de dire qu'est-ce qui se fera à tel ou tel lieu. Et bien sûr, les élus locaux auraient beaucoup aimé qu'on parle d'EuropaCity. Il nous a semblé un certain nombre que précisément il fallait que la réflexion et la démocratie puissent passer par là avant qu'on puisse mettre un tel projet sur les lieux. Moi, en tant que vice-président en charge de l'aménagement, il nous a semblé dès le début qu'il était mal positionné, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer au-delà du fond, mais de ce que ça pouvait représenter, qu'il serait mieux sur des zones d'activité déjà existantes qui s'agrègent à d'autres activités plutôt que de prendre sur les terres agricoles, alors même qu'ils disent vouloir faire un exemple en termes de développement durable. Donc, je pense que ça aurait été plus judicieux de leur part de dire, pour EuropaCity, on le fait sur des friches industrielles par exemple, on s'installe et on reconfigure, on innove et puis on est donc non pas là dans la prise de nouvelles terres agricoles, mais dans l'utilisation de terres qui ont déjà été artificialisées. Ça n'a pas été leur choix, donc en termes de localisation. Après, moi, en tant que tête de liste de la liste Vivre Mieux Ensemble, on est particulièrement opposés. On a plusieurs militants qui se battent contre ce centre pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, concurrence avec ce qui existe, type aussi de société où on est obligé tout le temps de se déplacer plutôt que d'aller en proximité dans les magasins de proximité. Sur la question de la densité, on sait que tout à la fois on a à répondre à un besoin de logement, donc de cohabitation par rapport à
un certain nombre d'Aulnésiens qui ont besoin de logement, mais on sait aussi qu'on a besoin à la fois de qualité et de ce que moi j'appelle la ville complète, c'est-à-dire pas simplement faire du logement puis dire oh mais il y a des enfants qui sont dans ces logements, où vont-ils aller? Là on est en cœur de la ville par exemple, énormément de bâtiments ont été créés, sauf qu'on n'a pas pensé ni au commerce, ni aux médiathèques, ni aux espaces verts, ni aux écoles. Et donc nous c'est cette vision de la ville qu'on conteste, c'est-à-dire à la fois une dégradation de la zone pavillonnaire, des bâtiments qui existent sans qualité urbaine, ni les éléments qui font ville avec. Voilà. Or, depuis la région, et notamment sur ma délégation, on aide les maires qui bâtissent à avoir les équipements, à avoir un projet global de ville et pas simplement rester sur la question du logement. Comment les gens vont circuler, comment ils vont se nourrir, où est-ce qu'ils vont avoir des espaces de respiration. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on essaye de se poser quand on parle de ville complète. Et notamment, on l'aborde sous la question du commerce de proximité, qui pour nous est indispensable en termes de convivialité, de tranquillité et y compris de sécurité publique. On sait que les lieux où il y a du commerce, c'est des lieux où il y a moins d'insécurité, c'est des lieux où les gens se sentent mieux. Et ça, on l'a eu beaucoup dans la campagne. En disant, bah, moi je sais que je choisis tel trajet, je sais qu'il y a un commerçant où éventuellement je pourrais aller le voir 5-10 minutes si je me sens en insécurité. Et puis ça me permet aussi, bien évidemment, de faire mes courses. Dans le SDRIF, tu faisais allusion à des maires, des notables locaux, qui auraient bien voulu que les choses soient précisées. Je ne doute pas de ce qu'est la position du député maire de Gonesse. Est-ce que Ségurat a exprimé des désirs, des souhaits? Est-ce qu'il y a des choses qui ont transité de la part de la ville d'Aulnay pour que les choses soient précisées dans le SDRIF? Alors, la municipalité actuelle n'a pas caché, notamment dans son entente avec Gonesse, qu'elle défendait le projet Europa City, puisque c'est écrit en toutes lettres dans leur entente. Ensuite, l'UMP, par la voix de Valérie Pécresse, a fait un amendement pour inscrire Europa City en tant que tel. On l'a mis d'ailleurs en ligne sur notre blog, en toute transparence, pour donc M. Béchiza, qui est conseiller régional, a donc voté cet amendement pour Europa City dans le cadre du schéma directeur qui a été refusé par la majorité menée par Jean Peluchon à la région. Voilà, donc d'un côté, on a le maire sortant qui appuie Europa City, de l'autre on a l'UMP qui soutient le projet, et puis on a les contestataires du projet que vous avez en face de nous. On ne doute pas qu'avoir à lire les programmes, que tout à chacun soit pour le commerce de proximité, mais comme on ne cesse de le dire, entre la parole et les actes, il y a des différences. Donc après, c'est dans les réalités ou dans les précisions qu'on est venu un peu solliciter que l'on vérifiera ce qu'il est réellement de ce qui est votre soutien à ce commerce de proximité. Il est inutile de rappeler tout ce que tu viens de dire concernant ce que peut être l'apport du commerce, au-delà des problèmes de sécurité. C'est aussi beaucoup une forme de service, même si ce n'est pas un service public, et c'est aussi une façon de maintenir une ville qui ne soit pas une ville dortoir, sachant qu'on a quand même aussi entendu dire de la part de Blasi que nos villes de banlieue étaient déjà devenues des villes dortoirs et que ce que nous menions comme combat était un combat un petit peu d'arrière-garde. Mais si tu prends sur Aulnay, la ville dortoir n'existe pas encore tout à fait. C'est pas que ça. Et donc je pense qu'à travers les activités qui existent, notamment les marchés à thème sur le boulevard, sur d'autres lieux, on a à défendre justement ce qui existe encore et à le développer. Peut-être je peux donner deux mesures qu'on a pris, une un peu symbolique sur la question d'un adjoint au maire consacré à cette question du commerce, un interlocuteur tout au long du mandat, quelqu'un qui se consacre à cette question-là, cette question spécifique, et puis aider au maintien, à la création et à la transmission des commerces de proximité via une équipe dédiée en mairie. Là, on se pose la question encore de la modalité, est-ce que c'est un développeur commercial? Est-ce que c'est quelqu'un chargé plus spécifiquement? Je dirais peu importe le nom, en tout cas il y aura un adjoint et un service en lien avec la maison de l'emploi, en lien avec la chambre de commerce et d'artisanat, de commerce et d'industrie, pour faire en sorte que ces questions du commerce soient traitées bien sûr avec les commerçants, mais aussi en amont des opérations d'urbanisme par exemple. Quand vous avez
un bâtiment qui va se mettre en place. Il faut aussi que les Onésiens sentent que ce bâtiment peut leur apporter du plus. Est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un boulanger? Si ce n'est pas le même type d'arrivée, si c'est un boulanger, c'est-à-dire qu'il faut prévoir la cheminée pour la cuisson du pain, il y a toute une série de choses comme ça, ou si c'est un plombier, c'est autre chose. Donc il faut le prévoir en amont de la mise en place de nouveaux immeubles quand il doit y avoir de nouveaux immeubles. Oui, mais je crois qu'il faut être prudent quand même, surtout toute construction, et de dire le raid de jardin, on va y mettre des boutiques ou quoi que ce soit, parce que si tu prends l'exemple du boulevard de Strasbourg, le boulevard de Strasbourg, il marche jusqu'à la rue Pimodan. Et après la rue Pimodan, c'est catastrophique. La preuve, c'est qu'il y a des cellules à vendre et ils n'arrivent pas à avoir preneur. Donc, je pense qu'il faut être très prudent parce que c'est emmener des gens en leur faisant croire qu'ils vont faire de l'argent et ils vont bouffer toutes leurs économies. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de s'excentrer en dehors du boulevard de Strasbourg parce que ça ne marchera pas. Alors, moi, il me semble que ce qu'on a vu dans notre programme, c'est qu'il y a bien sûr le boulevard, mais il y a aussi des lieux où il faut qu'on conforte. Je pense à la place Caméina, je pense au Vieux Pays, je pense là où il y a encore un peu de commerce, alors il y a Lidl qui vient d'ouvrir, mais autour des étangs, comment on conforte. Il y a bien sûr la route des évents et comment on va vivre ce pôle de centralité qui est prévu. Voilà, je pense que le commerce à Aulnay, bien sûr, c'est le boulevard, mais c'est aussi tous ces pôles. Et dans un certain nombre de lieux, par exemple, où on sait qu'il y a eu notamment des conflits entre habitants et la municipalité actuelle, sortante, on voit bien qu'on n'a répondu à aucun de leurs besoins. Et on leur a imposé, y compris des bâtiments là où ils n'en voulaient pas. Donc je crois qu'il y a une espèce de volonté, en tout cas de notre part, de trouver des bons équilibres. C'est-à-dire à la fois construire, mais de façon modérée dans un certain nombre de lieux, notamment quand on est en zone pavillonnaire. Je pense aux impôts, par exemple, je pense qu'il faut revoir, il faut remettre à plat, il faut regarder quels sont les besoins. Est-ce qu'il y en a, est-ce que c'est des besoins en commerce en tant que tel, est-ce que c'est des besoins de services, de médecins, de centres, notamment médicaux aussi. Il faut regarder ça, justement, avec une équipe, un démographe. Enfin, il faut retravailler sur ce qu'on appelle un plan local de l'habitat pour voir quels sont les besoins et puis quelles sont les réponses qui accompagnent ces logements. La question, nous l'avions identifiée comme étant pour nous une nécessité de répondre à un nouveau plan de préemption des baux commerciaux. Quand on a dit ça, c'est aussi la façon dont une collectivité se focalise sur des secteurs sur lesquels elle prévoit de mettre toute son action et de privilégier effectivement ce que sera dans des zones bien déterminées l'offre commerciale pour ne pas la répandre partout. Donc, pour exemple, pour un promoteur de la route de Bondy qui est venu nous présenter son projet de 50 logements, ça a été contrairement à ce qui était indiqué sur le plan de préemption des baux commerciaux qui amenait à un développement du commerce dans la rue de Bondy, et bien que ce promoteur-là identifie l'offre commerciale de la zone comme étant principalement le boulevard de Strasbourg. Donc il ne mettra pas de commerce. Donc, au lieu de laisser faire, tout et n'importe quoi, comme ça a été le cas place Caménina, où on a vu des choses, place Terminier, où on a vu des constructions se réaliser et des carottes plâtres aujourd'hui mettre en place des futurs commerces que l'on peut installer, sachant que toute la rue Anatole France était dans le plan de préemption des baux commerciaux, c'est-à-dire avec l'espoir en 2008 de remettre de la vitalité commerciale dans cette rue qui, à contrario, est devenue une société plutôt chargée en société immobilière, voire en assurance. Donc, question, est-ce que tu crois nécessaire, précisément que dans l'étude, mais je crois que tu y as un peu répondu, par rapport au moins au plan local de l'habitat, d'une nécessité parallèle de revoir le plan de préemption des baux commerciaux qui amène à se poser la question de savoir les zones commerciales sur lesquelles la collectivité se doit concentrer ses efforts. On avait eu une étude de la part des architectes du Grand Paris sur justement la question de la préemption d'un certain nombre, enfin pas la préemption, sur la question des micro-polarités en ville. Et eux disaient qu'il faut arriver à développer ça pour qu'on n'ait pas d'un côté,
gros qu'on n'ait pas le désert et puis quelques lieux qui continuent à fonctionner. Donc, jouer sur les complémentarités entre un certain nombre de quartiers. Donc ça montre qu'il faut être à la fois très attentif sur les capacités qu'on a à amener de nouveaux commerçants. Moi j'ai tout à personne du commerçant, ils disent mais là on avait un repreneur, on avait un poissonnier, et la municipalité n'a pas été suffisamment à notre écoute pour favoriser l'installation de tel ou tel commerce. Donc, et nous on avait des idées, on a été très peu reçus, très peu entendus. Il y a on sent une récrimination là-dessus. Donc déjà rapprocher avec un maire adjoint les commerçants du politique, ce qui n'enlève rien, j'ai bien entendu, la complexité. Mais moi je ne considère pas que le commerce doit se limiter au boulevard. Je pense qu'il y a des lieux sur lesquels, la place Camélia, les gens par exemple, ils sont très attachés. Alors aujourd'hui on a un libraire, encore un libraire, on a encore un boucher charcutier, on a une boulangerie, et puis on a un restaurant qui, pour le coup, fait... oui, mais alors regarde, la boulangerie, enfin pour la boulangerie, la charcuterie n'a pas retrouvé preneur. Ouais, donc, parce que malheureusement, il est vrai que des commerçants excentrés, s'ils sont bons, ils se font de la clientèle. Je prends Chanteloup. Tu prends Chanteloup, la boulangerie qui est en face. Ok, bon, c'est des Arabes. Ils ont un pain excellent. Là, le fils, il vient d'avoir son diplôme de pâtissier. Dimanche, j'ai acheté 2 Saint-Honoré. Il m'a dit, goûte-les et tu me diras ce que tu en penses. Je peux faire le parallèle, parce que quand je vais en Normandie, je vais dans une superbe boulangerie à Pont-l'Évêque, et c'est excellent. Et là, aujourd'hui, je suis retourné, j'étais prendre mon pain, je lui ai dit, écoute, les Saint-Honoré, ils sont parfaits. Il a appelé le fils du patron, puisque c'est le fils du patron, et le fils, je l'ai félicité, parce que, donc, ce qui prouve bien que quand il y a des bons commerçants, mais l'idéal, ça serait d'avoir des petits îlots de commerce performants. Mais voilà, mais là, il faut arriver. Et moi, je suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, et tu peux aller faire un tour à Nogent-sur-Marne, ok, tu vas voir un centre-ville qui est extraordinaire. Tu ne vois pas de rideau tiré, tu ne vois pas... donc, il y a des exemples qui existent. Bon, il faut aller tout s'inscrire. C'est pour ça que je disais que le dialogue avec la Chambre de commerce et d'artisanat, notamment, me paraît particulièrement important. C'est-à-dire Ouais, alors là, je vais te dire, j'y crois pas. On va essayer de se contenter de poser des questions, de avoir des réponses, sachant que ce n'est pas les questions les plus importantes. Oui, je les ai rencontrés, dans le cadre du schéma directeur, et ils nous ont apporté notamment des choses sur le commerce, sur l'artisanat. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Question qui se décline de choses qu'on vient d'entrevoir. Est-ce que tu es favorable à ce que, au règne de cette ville, et en tant que membre du conseil d'administration de l'EPA Plaine de France, d'obtenir à ce que les études faites par l'EPA sur le commerce soient complétées d'études sur l'emploi, que l'on n'a pas, parce qu'aujourd'hui on est dans une rivalité qui amène à ce que les chiffres donnés sur Europa City, pour y revenir, sont tellement colossaux qu'à la fin du compte on finit par penser que notre combat est un combat d'arrière-garde, parce que nous serions même des ringards. Donc je ne sais pas quelle est ta position par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que nous on a... Je dis nous, c'est au niveau régional, on a demandé à l'EPA justement de préciser ses études. Donc on a une étude d'agriculture, il y a une étude justement sur la pérennité des autres, sur la stimulation des élus, notamment de moi, qu'on a réussi à obtenir. Ces études qui, y compris, sont à la fois intéressantes et préoccupantes. Intéressantes parce qu'elles ont fait pour la première fois avec le CREDOC, donc des gens sérieux. Elle montre ce risque d'enfrichement. Je pense que de toute façon, quand on est à la tête d'une commune, on a intérêt à penser les choses à des échelles plus larges, et donc avoir des études d'emploi qui permettent y compris de voir comment on peut jouer sur les complémentarités. Nous, on est très porteurs des questions d'intercommunalité dans notre liste, et il me semble que les questions de commerce, d'industrie et donc d'emploi
doivent se traiter sur le grand bassin du Grand Roissy, notamment et en lien avec les villes aussi du canal de l'Auque. Donc je pense qu'il faut que l'EPR ne se voit pas simplement comme un aménageur, mais bien comme un établissement qui regarde l'équilibre du territoire. Donc, pour compléter les études, on est tout à fait pour, puisqu'y compris ça permet de voir comment on n'est pas à l'aveugle sur les politiques de commerce et d'emploi. Sachant qu'il va y avoir à la fin de l'année une enquête publique sur Europa City, est-ce que tu trouves nécessaire d'utiliser tous les relais qui seront les tiens pour faire que l'information de nos concitoyens, et ceux surtout de Seine-Saint-Denis, soit la meilleure possible, au même titre que le travail a été fait dans le Val d'Oise, pour que nous allions à cette enquête en toute connaissance de cause, sachant qu'aujourd'hui, on a un déficit d'information assez phénoménal et qui nous amène à ne même pas savoir ce que va être ce projet et qui nous a ramené à cet article et ce sondage donc, fait par Ipsos, à savoir que 78% de la zone desservie par Europa City, c'est quoi Dionysien compris, serait favorable à un projet que personne ne connaît dans notre département. Donc il y a vraiment un problème et une action à mener. Ouais. Ben moi par exemple, je ne comprends pas que Oxygène n'en ait pas parlé dans ses colonnes. On nous parle de tas de choses, on ne nous a pas parlé de ça, qui est un des plus grands dangers et pour Auparillon et pour les commerces de proximité. Donc très clairement, à la tête de cette ville, on mènera, j'allais dire, ce combat à la fois pour l'information, il faut qu'il y ait au moins une grande réunion publique, il faut qu'on puisse en parler dans les conseils de quartier refondés, il faut qu'en gros on connaisse les choses en toute, voilà, que les gens sachent exactement ce qui va se passer et qu'ils puissent, dans le cadre de l'enquête publique, non pas découvrir le projet, mais dire ce qu'ils pensent du projet. Voilà. Et donc, y compris, on demandera à ce qu'il y ait une ou plusieurs réunions publiques sur le territoire d'Aulnay et plusieurs sur la Seine-Saint-Denis, parce que ça a des impacts jusqu'à Bobigny, jusqu'au Millénium en Aubervilliers. Donc tout ça doit être vu de façon globale ici. Ce serait juste incompréhensible qu'on n'ait pas tout ça. Donc, très clairement, depuis la mairie d'Aulnay, on mènerait ce combat-là pour faire en sorte que, d'une part, Europa City ne se fasse pas, et en amont, qu'on ait toutes les informations que les Aulésiens puissent se mobiliser, comme vous avez commencé à le faire d'ailleurs avec le sondage et les affichettes sur les commerces. Tu sais que c'est difficile de solliciter le banc et l'arrière-banc. Tout à l'heure, vous faisiez allusion aux chambres de commerce et de métier. On peut savoir que dans l'étude de PA Pleine de France, la CCI du 95 est un farouche défenseur de ce projet et que la CCI du 93, je dirais, est absente du projet et de toute prise de position. Vraiment, il y a un fort besoin que ces organismes-là se sensibilisent, mais tout autant vos proches, vos amis, je veux dire, députés, sénateurs, voire des conseillers généraux, puisqu'on a fait une tentative, tu le sais, par l'intermédiaire de Bayon, de faire en sorte que le groupe PS Vert se mobilise contre ce projet au département, et nous n'y sommes pas arrivés, on peut le dire. C'est une forme d'échec. Pour parler de sénateurs, la sénatrice Aline Archimbaud s'est très clairement prononcée contre le projet. Les élus au conseil régional ont fait là aussi des vœux. Dans le cadre du schéma directeur, ils ont agi très sérieusement. Ensuite, pour en avoir discuté avec mes collègues, y compris de Sevran et Jean-François Vaillant, ils y sont aussi très opposés. Maintenant, je pense que cette question-là, mais nous ne sommes pas en intercommunauté, aurait dû être créée. Pourquoi on est tellement absent? Il faut aussi s'interroger, nous, en Seine-Saint-Denis, de la prise de position publique. C'est aussi parce qu'on n'a pas d'intercommunalité organisée qui est en capacité de se faire entendre au niveau régional. Pleine Commune se fait entendre au niveau de Pleine Commune, au niveau de Paris Métropole, hein, y compris le président de Pleine Commune a été président de Paris Métropole. Nous ici, on ne met pas les pieds. Je pense qu'un des engagements qu'on a pris, c'est précisément être présent dans tous ces lieux qui vont décider de la région, de la métropole de demain. Et dans ces lieux, il y a Paris Métropole, il y a aussi le comité de préfiguration de la grande métropole, où on doit pouvoir dire attention, c'est ce qu'on fait nous au niveau régional, quand vous parlez de grands centres, regardez ce qui se passe à côté, regardez les concurrences et regardez quel est l'impact. Aujourd'hui, chacun fait son petit centre, son méga centre.
dans son coin. Par exemple, du côté du Bourget Unibail, il y a un projet autour du musée de l'air. Europa City, ça c'est plutôt Val-de-France. Aéroville, c'est Tremblay. Bon, il faut mettre de la cohérence dans tout ça et on ne pourra pas tout faire. Moi je pense qu'on ne pourra pas tout faire. Je pense y compris que ça serait criminel, entre guillemets, de laisser faire Europa City. Et ça, il faut qu'il y ait une mobilisation et une prise de conscience. Il faut une vraie mobilisation, une vraie information de l'ensemble des acteurs. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelle du territoire plus large, dont la Seine-Saint-Denis en tant que département. Avant de redonner la parole à Henri Funis sur les choses plus locales, c'est pour faire le lien avec le fait que tu cites Aline d'Archambault, on peut aussi faire savoir pratiquement qu'Eliane Assassi est sur la même ligne, même si elle s'est moins exprimée. Claude Dillin l'est aussi, et puis par la conséquence, Bramy et Bayon sont aussi hostiles à ce projet. C'est un début, mais c'est loin d'être tous ceux dont on aurait voulu qu'ils se positionnent de façon un peu plus claire. On va certainement refaire allusion à des problèmes liés au boulevard par rapport au loyer, par rapport à l'arrivée peut-être d'un KFC à la place d'Elia, voir à ce que pourrait être la pérennité de notre action par rapport au fait qu'on soit indépendant et qu'on soit aussi un observatoire du commerce qui puisse jouer son rôle comme on pourrait trouver normal de le remplir, mais on sait que dans cette municipalité sortante, la place de la société civile a eu du mal à être reconnue, et si on n'était pas en soutien de l'action de la municipalité, on était plutôt considérés comme des adversaires. Donc à la limite, ce que l'on entend, c'est qu'on soit bien reconnu, éventuellement demain, comme des interlocuteurs indépendants, même si on n'est pas d'accord sur tout, au moins qu'on nous laisse cette indépendance de travail et de proposition. Dans nos propositions, il y a notamment un conseil économique et social et environnemental, où précisément cette question de la représentation des associations, des commerçants, des consommateurs et des associations de quartier est le lieu où il peut y avoir une discussion commune. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais dire. Sur la question des marchés, il y a eu changement d'organisateur des marchés, et aujourd'hui, au 1er avril, c'est pas une blague pour les commerçants, du coup, ils auront une augmentation de 21% de leur emplacement. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de développer les marchés sur la ville et de faire en sorte qu'on ait des choses pérennes. Des gens qui sont là depuis des années se posent la question d'aller voir ailleurs, dans d'autres villes. Et notamment tous ceux qui vendent fruits, légumes, charcuterie, fromager. Et donc on a un vrai risque de déséquilibre de nos marchés, et qu'on se retrouve avec ce qu'on retrouve dans énormément de marchés en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire de la fripe, et plus du tout ce que viennent chercher les gens et ce dont ils ont besoin. On a rencontré pas mal de clients de toute génération, mais en particulier des gens qui ont des difficultés à se déplacer, que ce soit personnes âgées ou que ce soit personnes handicapées, qui disent mais nous, si on n'a pas cette accessibilité à une point de proximité avec un certain nombre de commerçants, eh ben nous, notre vie, elle est chamboulée. Donc pour nous, c'est une question vraiment de confort de vie. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent plus se rendre sur le boulevard de Strasbourg, par exemple, pour effectuer telle ou telle course, eh bien ils déménageront pour trouver des lieux où ils peuvent continuer à vivre. Donc c'est aussi en termes de déclassement de la ville qu'on a un vrai souci quand on parle du marché, et je pense que le choix qui a été fait à la fois de l'augmentation et puis de confier ça à une autre entreprise, je ne dis pas que l'ancienne était parfaite, mais quand on compare par rapport aux autres villes et la réputation, il me semble qu'on a pris peut-être des décisions un peu à la légère sur cette question de celui qui doit organiser les marchés sur notre ville. Et les commerçants, en tout cas aujourd'hui, disent ça a augmenté, on nous parle mal, et en plus c'est moins bien organisé qu'avant. Donc ça fera partie des choses. On fera une analyse précise, à la fois avec le concessionnaire, à la fois avec les commerçants, à la fois avec pour savoir si le cahier des charges, tel qu'il a été fait par la municipalité précédente, il est tenu déjà, et quels sont l'impact
quels sont les impacts sur les commerçants, sur leur envie de renouveler, sur leur plaisir à être présent sur le net. Donc on fera un bilan rapide dans les 6 mois, pour faire en sorte d'avoir vraiment aussi une vision globale du commerce sur la ville et notamment des marchés. Quand tu dis un maire adjoint dédié à l'activité commerciale, comme on fait l'économie, quelque part, ça va pas qu'on puisse ne pas s'en satisfaire. On pourrait tout au plus se poser comme question en annexe, même si c'est à peine sur le ton de la plaisanterie. Ça serait un maire adjoint sur 15, sur 20 ou sur 33. Nous, on est plutôt pour réduire le nombre de gens qui interviennent, parce qu'on l'a vu dans la précédente municipalité, sortante, on a eu pas mal de conflits d'intérêts, de conflits de territoire. Et là où on aurait pu imaginer que chacun ayant une tâche, ça se passe mieux, en fait, c'était plutôt source de conflits. Et puis, de fait, tout remontait au cabinet du maire et à son cabinet. Donc, très clairement, je pense qu'il faut mieux organiser les choses, associer l'ensemble des élus, y compris de l'opposition, mais faire en sorte qu'on ait 20 adjoints et qu'on puisse avoir, sur des questions spécifiques, 3, 4, pas beaucoup plus, conseillers municipaux délégués, une question qui peut se poser, mais pas 33. Là, je pense que là, on ne fait pas du bon travail. Je parlais de l'opposition, on veut confier la commission des finances à l'opposition pour que les questions budgétaires, pour les questions d'études qui seront menées, soient partagées et non pas confisquées. Et on les mettra en ligne, y compris pour que les gens, les commerçants, les citoyens ne soient pas obligés de faire la demande, qu'ils puissent directement aller sur le site de la ville, dédié aux documents. Après tout, les études, elles sont payées par les Aulnésiens, donc ils doivent pouvoir y avoir accès, ce qu'on appelle un open data libre, ce qui ne veut pas dire que derrière, on n'est pas des agents municipaux qui puissent orienter, en disant là, vous allez le trouver sur telle page, etc. Enfin, aider les gens à trouver les informations pour faire en sorte qu'elles soient vraiment accessibles. Je vais passer la parole à Henri Félix, avec lequel je me suis retrouvé l'autre jour à une réunion organisée par la municipalité, on pourrait dire pratiquement dans le cadre de la campagne électorale, parce qu'il faut répondre à tout, même avec les moyens de la ville. Et en l'occurrence, c'était pour traiter d'un problème qui avait amené à ce que la ville soit sollicitée pour voir un petit peu ce que pourrait être demain l'aménagement du stationnement et la qualité du stationnement dans les zones commerciales, pour permettre ce que les centres commerciaux ont bien appréhendé depuis très longtemps, à savoir que l'activité commerciale correspond à du stationnement. Et on a eu quelques réponses, il reste beaucoup de questions, et je vais laisser Henri reprendre ces thématiques-là parce qu'il les maîtrise beaucoup mieux que moi. Alors, moi, je vais quand même rebondir un petit peu sur l'ouverture du dimanche, où tu n'es pas d'accord, enfin, tu n'es pas... je ne suis pas un chaud partisan de voilà. l'ouverture du dimanche. Alors, moi, je serais plus nuancé, parce que l'ouverture du dimanche, moi, je dis que ça peut être possible, parce que ça permet à certaines personnes d'avoir du pouvoir d'achat supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, au lieu d'ouvrir le matin à 9h, peut-être qu'il faudrait ouvrir à 14h, 21h, ce qui permet aux commerces locaux de la région que les gens fréquentent le marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis absolument pas pour travailler le dimanche dans les grands centres commerciaux. Après, dans les zones où il y a une tradition de marché, non, je ne parle pas du marché là. Non, je parle. Mettons, mais moi j'en parlais pour... Parce que je vais te faire moi j'ai une analyse totalement différente de toi, parce que au jour d'aujourd'hui, le dimanche il fait beau, c'est l'été, il n'y a rien d'attractif dans le secteur. Okay, donc on va à Paris, on va à Montmartre, on va au Luxembourg, on va partout pour aller au café, prendre un café, prendre une glace ou un truc comme ça. Les seules possibilités que l'on a au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller dans Paris. Bon, on prend le RER, on ne va pas en voiture, on prend le RER. Or, aujourd'hui, si Paris Nord est ouvert, si Aéroville est ouvert, plutôt que d'aller dans Paris, on va aller à Aéroville, on va aller à Paris Nord. Donc,
ça permet quand même une activité et ça permet de rester et de faire travailler le secteur. Donc c'est pour ça que je serais beaucoup plus nuancé en disant non, pas d'ouverture le dimanche. Moi je dis c'est possible, à condition de mettre des horaires qui ne nuisent pas au marché hebdomadaire de la région. Mais je fais notre différence, c'est une quand un problème de mise au point organisationnelle de façon à ce qu'on puisse filmer jusqu'au bout correctement. Des opinions, on va en avoir des différentes, on n'a pas pu faire une réunion publique et donc le débat que tu pourrais souhaiter, que tu amorces, vaudrait mieux, si je peux te permettre Henri, que tu restes à des questions, quelles que soient les réponses. D'accord, non mais c'est parce que on appréciera les réponses. Non, parce que tu comprends, comme il va y avoir les élections qui vont arriver, je veux quand même qu'ils mettent ça dans tes tablettes. T'en faire ce peu. J'entends notre différence d'approche. Ce que moi je dis souvent, c'est quand on a 100 euros, on n'en a pas 120 pour dépenser les 20 euros supplémentaires le dimanche. Et donc ça veut dire que les 20 euros qu'on va mettre le dimanche, c'est bien sur les 100 euros et qu'on ne les remettra pas sur un certain nombre de lieux sur lesquels on a l'habitude d'aller travailler. Voilà. Donc ça demande à... Et après sur le fait qu'il y ait en effet notamment des étudiants qui se font du coup de l'argent pour pouvoir financer leurs études notamment, ça je l'entends aussi. Mais ça pose aussi la question de comment on aide les étudiants à financer leurs études, comment on aide les ménages à avoir un pouvoir d'achat supérieur sans être obligé de tout désorganiser en termes de vie familiale, de vie de la société, etc. Donc je trouve que c'est un sujet assez complexe et je pense que le dimanche, certes, on peut dire qu'il y a moins de choses attractives en banlieue, mais il y a aussi des activités associatives, il y a aussi la promenade, la balade au parc du Saussay, il y a aussi des tas de choses qui peuvent être pensées et organisées, autres qu'une vie commerciale. Je pense que entre désorganisation de la société et puis la question du pouvoir d'achat, qui est quelque chose qui faut... Mais le pouvoir d'achat, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Oui, c'est primordial, mais si on désorganise, en gros, moi il se trouve que pour financer mes études, moi j'étais à Carrefour, à Paris Nord. On nous dit toujours, le travail du dimanche, c'est au volontariat. Sauf que moi, quand j'ai travaillé à Carrefour, j'étais dans le bureau du responsable, une dame arrive, elle dit « Monsieur, je vais vous parler de mon augmentation ». Elle me dit « Ah, pour votre augmentation, pour le 1er novembre, vous n'êtes pas inscrit, on va commencer par vous inscrire et on parlera de l'augmentation de votre salaire ». Et donc on voit bien que cette dame a dit « Mais j'ai une communion ». Elle a été prise en otage, c'était ou l'augmentation et le travail du 1er novembre, ou pas de 1er novembre, et donc pas d'augmentation. Donc le volontariat, j'ai vraiment été formé sur ces questions-là très tôt. Le volontariat, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui travaillent parce qu'ils le veulent, parce que là on va les mettre en avant, et j'en rencontre aussi. Et puis il y en a, notamment pères ou mères de famille, qui sont contraints de travailler le dimanche, qui aimeraient mieux faire autrement. Et donc, tu avais compris, c'est la question de la valorisation des salaires, enfin d'autres. Bon, enfin, ça, après, c'est... J'ai demandé que le candidat nous donne envie de voter pour eux par rapport à des réponses plutôt positives à nos préoccupations, suite à quoi, si ils ne répondent pas dans le sens de ce que l'on souhaite, bah, limite, ils tournent un petit peu de la façon d'obtenir notre vote, mais c'est leur problème, et c'est pas le nôtre. Donc, ça s'appelle une absence, pour M. Félix, ça s'appelle une absence de clientélisme. J'accepte que vous soyez en désaccord avec moi, y compris en campagne électorale, alors que vous allez voter dimanche prochain. Ouais. Voilà. Bah, c'est aussi le jeu de la démocratie. D'accord. Bon, alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les questions sur le commerce, intra extramuros. On sait que pour redynamiser le commerce local sur une ville, en particulier donc sur Aulnay, c'est le stationnement. Il a été fait il y a quelques années un stationnement payant. Parce que il y avait, compte tenu qu'il y avait une gare RER, au départ c'est pas une gare RER, mais bon, beaucoup d'Aulnaysiens et d'autres personnes extramuros stationnaient en centre-ville pour prendre le train, et donc il avait été décidé à l'époque de faire du stationnement payant. Soit, ok, on fait du stationnement. Le problème aujourd'hui, mais c'est un problème qui est récurrent, c'est qu'il y a simplement sur l'artère du Moulin de Strasbourg, il y a 35 véhicules en moyenne qui mettent 20 centimes le matin et 20 centimes l'après-midi. Et encore, quand ils sont généreux. Ce qui veut dire que
lorsqu'on fait un calcul rapide, simplement dans la zone du boulevard de Strasbourg, il y a 70 000 € minimum que pour le boulevard de Strasbourg qui ne rentrent pas dans les caisses de la commune. Ce qui veut dire que comme on a un packaging avec les parkings de France, si on ne touche pas de droit de stationnement, c'est la mairie qui met au pot. D'accord? Bon, donc là, moi je suis quand même un petit peu surpris de la gestion et d'une gestion comme ça. Parce que ça fait quand même 6 mois que j'ai soulevé le problème. Hein. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est toujours pas résolu. Bon, alors, ça, il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'actualité. On sait que nous, on a combien de gens, de clients qui viennent et puis qui n'ont pas de place de stationnement, ben, ils vont autre part, hein, ils ne restent pas là, et puis avec un bruit, ils vont aller oui. Donc, alors le problème qu'il y a, c'est que quand j'ai posé la question et que j'ai alerté la municipalité, tout le monde est au courant, c'est que les contractuels, j'ai vu Viard, et d'ailleurs Alain était là, c'est que les contractuels, elles arrivent, elles regardent, elle passe devant la personne qui a mis 20 centimes, mais ça fait 3 heures qu'elle ne le gratte pas. Par contre, une personne qui, et j'en parle en connaissance de cause parce que mon gendre ils l'ont fait, ok, mais je ne suis pas intervenu. J'étais sur le trottoir, je discutais avec Alain, ok, et là, aucune tolérance, hop, et ils mettent, ah oui, mais j'ai commencé, donc je peux pas m'arrêter, donc je vous dresse un procès verbal. Alors j'ai dit à Viard, j'ai dit attendez monsieur, ils font le boulevard, ils reviennent, si la voiture, ça fait même pas 10 minutes, si la voiture n'a pas mis de ticket, ok, il se fait gratter, enfin, ou elle se fait gratter, je le conçois totalement. Mais pas là, ça fait 2 minutes que la personne, elle est arrivée, parce que au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que si les gens, il y avait des places de stationnement, c'est pour ça que j'ai demandé un stationnement en épi sur tout le boulevard. Parce que un stationnement en épi sur tout le boulevard, d'abord c'est plus facile pour se garer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on se gare en longitudinal, il y a 2 arbres, le mec il a une voiture un peu correcte, il ne va pas se mettre au risque de se faire, la personne qui va reculer, il va se faire défoncer son pare-choc. Donc le stationnement en longitudinal, c'est une aberration, parce que quand il ne peut pas de place, en définitive, il n'y en a qu'une. Bon. Mais peut-être répondre là-dessus sur la question de l'occupation de l'espace public. Vas-y. Je pense qu'il faut en effet avoir des règles. C'est valable pour le stationnement, c'est pas valable pour le reste. Et qu'on s'y tienne avec des règles qui sont valables pour tout le monde. Je pense qu'en effet, quand vous parlez en fait de voitures ventouses qui passent toute la journée et ça leur coûte 50 centimes. Et ça se fait en effet au détriment de gens qui se réunissent dans les magasins. Donc là, très clairement, je pense qu'il faut mettre fin à ce type de pratique. Il faut dire en gros, y compris, on a le droit de stationner, alors je pense que c'est maximum 2 heures actuellement. Il faut regarder si, en 1h30, on est capable, à mon avis, oui, d'aller faire ses courses sur le boulevard et puis de repartir. C'est-à-dire qu'il faut en gros favoriser le turnover, merci Evelyne, des voitures pour que les clients puissent venir. Et ensuite, la voiture ventouse, il faut très clairement signifier aux gens que c'est pas possible. Quand on met 25 centimes et qu'on est en dehors de la durée, il y a une contravention. Alors, encore, c'est pas super populaire. Et je pense que si on l'explique, on peut très bien mettre un premier papier vert qui fait un petit peu peur. On va faire de la prévention en disant attention, vous avez mis, mais vous avez mis insuffisamment. La prochaine fois que je passe, je vous mets, vous mets une vraie. Il faut sensibiliser. On parlait d'oxygène tout à l'heure. Je pense qu'on doit aussi sensibiliser, faire un peu de pédagogie d'oxygène, en disant pourquoi il y a une tarification, quel service ça doit nous rendre, quel service ça rend aux commerçants. Ils l'ont bien compris par exemple chez Monoprix. C'est-à-dire que je crois qu'on doit avoir une demi-heure ou une heure. Non, 1 heure. 1 heure, voilà. 1 heure, et ensuite on paye. C'est-à-dire qu'en gros ils disent, en 1 heure, ils ont eu le temps, nos clients ont eu le temps de faire leur course, même un petit peu plus, ils rendent service aux autres commerçants. Voilà. Et donc moi je pense que là-dessus, il faut des règles. À la fois en prévention, en pédagogie dans l'oxygène et ensuite après c'est de l'opérationnel. Et ça veut dire donner des instructions précises
sur la manière dont on doit traiter Bon, ce alors, genre de situation. après, il y a un problème récurrent où Gérard Ségura est au courant dès le départ. Franprix. Franprix, bon, ils avaient prévu un stationnement pour les livraisons dans la rue Pimodan, mais ce qui est impossible. D'abord, c'est impossible à gérer, et d'autre part, il y a toujours des voitures qui sont stationnées sur la... Bon, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait les 5 potelets qui se trouvent devant Franprix, puisque là, c'est un stationnement en épi. On déplace les 5 potelets vers la façade de Franprix d'1 mètre, okay, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des potelets sur les entrées d'immeubles qui sont plus près du mur des immeubles. Donc, on déplace ces 5 potelets de 1 mètre, ce qui veut dire que les voitures, quand ils viennent se garer en épi, ils avancent d'1 mètre. Ce qui veut dire que le camion de Franprix, il arrive, il vient se mettre au cul, et dans tous les parce que tous les jours, des fois, c'est bloqué jusqu'à la gare. Mais je pense que au-delà même de Franprix, ce que vous illustrez là, c'est la capacité des gens qui vivent leur territoire, leur quartier, à trouver des solutions. Et nous, on est notamment dans le cadre des conseils de quartier, mais pas seulement, pour que ce soit plus une information qui descend, mais bien des solutions qui soient trouvées avec les gens. Là, par exemple, vous êtes sur comment on peut améliorer la situation de Franprix. Moi, ça me va bien. Je ne dis pas que c'est la solution, parce qu'il faut l'étudier avec les services techniques. Non, mais tout le monde est loin, mais tout le monde attend. Ça coûte rien. Ça coûte rien, et ça permet de... Et tout le monde... Non, mais ça permet d'avancer. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Attends, mais là, attends, il y a quelque chose. Moi, j'ai plein d'Onésiens qui me disent on a des solutions simples et elles ne sont même pas étudiées. Attends, il faut faire en sorte à la fois qu'elles soient étudiées, qu'elles soient mises en pratique. Comme vous dites, ça coûte rien et ça peut simplifier la question des embouteillages. Les baux précaires. Un bail précaire, c'est 2 ans. Or, la mairie a donné des baux précaires à des commerçants. Et le problème, c'est que quand ça a été installé, qu'ils ont mis le produit turc à l'ancienne machine, bon bah c'est bien, mais il fallait que ça dure 2 ans. Parce que c'est de la concurrence déloyale. Parce que le gars, il achète les mêmes produits que le produit grec, et comme il a un loyer de 300 € par mois et l'autre il a un loyer de 1700, et ben ça ne peut pas coller. Donc il y a quelque chose que là, ok, on fait des baux précaires, mais 2 ans. Et le gars, s'il voit que ça marche, après il prend une cellule et il est au même tarif que les autres. Peut-être que, mais de toute façon, c'est le prix du marché. Les loyers sont que sur Aulnay, Centre-Gare, c'est entre 1500 et 2002 par rapport au nombre de mètres carrés. Mais c'est élevé. Enfin, les commerçants que j'ai rencontrés disaient que pour s'en sortir, notamment quand on débute, on avait des loyers extrêmement élevés, notamment sur cette partie d'Aulnay. Et donc, le temps de trouver une trésorerie. Non, mais c'est pas par rapport à l'exemple que tu donnais, c'est juste pour dire comment en gros on arrive à tenir. Mais quand tu fais ton prévisionnel, c'est comme mettons si tu veux aller t'installer sur les Champs-Élysées, c'est pas le même tarif que tu vas. Ah bah oui, mais bon, c'est pour ça qu'on fait un prévisionnel, et puis par rapport au prévisionnel, le loyer, les charges, tout rentre en ligne de compte. C'est ce qui rebute d'ailleurs beaucoup de jeunes et de moins jeunes de venir s'installer, c'est que quand ils font leur prévisionnel avec les taux de loyer. Ouais. Moi je vais te dire, la boulangerie, pas la boulangerie, la fromagerie. Et je voyais que ça battait de l'aile et tout ce qui s'ensuit. C'est moi qui ai forcé la main. J'ai dit, écoute, tu veux vendre un truc comme ça? Bon, je savais le loyer. J'ai fait le prévisionnel. Je sais très bien que c'est rentable et ça sera... bon, il y a une période, mais ça y est, le chiffre, il repart. Parce que moi, le prévisionnel que j'avais fait, il correspondait au chiffre d'affaires de Madame Boudonnet quand elle a lancé cette cellule. Donc, voilà, mais on n'a pas le droit de laisser un bail précaire pendant, ça fait 6 ans, attends. Ce que je pense, c'est qu'en effet, le bail précaire doit lancer l'activité, voilà. et qu'ensuite,
On remet un autre va être précaire pour une autre enseigne, et le gars il essaye, et puis si ça marche, et c'est comme ça qu'on peut redynamiser et refaire du commerce local. Bon, alors maintenant, il y a encore... On va pouvoir continuer juste après. On va essayer au moins sur la bande de remercier Alain de nous avoir reçus, et on va continuer une conversation en off si besoin, pour dire que ce matin, on avait bien sûr commencé à faire la même réunion avec un de tes confrères et concurrents, mais que la tête de liste n'a pas daigné venir, et par représailles, Henri n'est pas venu non plus. J'espère que demain soir, on aura vu tous tes concurrents et qu'on aura une vision au moins presque unanime, je veux dire, sur le fait, au risque d'y revenir, sur la vision que notre maire a réellement, le maire sortant s'entend, sur l'avenir du commerce sur le Nez, parce qu'on peut continuer à être complètement persuadé que son engagement dans le cadre de l'entente avec la ville de Gonesse est destructeur en termes de commerce de proximité. Et si ça fait encore partie des choses qu'il faut cacher à la population. Tout à fait. Je pense qu'il faut et aujourd'hui, c'est ce que je pense qu'au fil du temps et jusqu'à demain soir, et pour vous solliciter, qu'on finira par dénoncer par la note que l'on fera, à mon avis, mercredi, parce qu'on ne peut pas d'un côté prétendre quelque chose, l'affirmer, et que ça aille, je dirais, à contresens de ce que tout le monde annonce, mais lui aussi, à savoir d'être pour le commerce de proximité, et en réalité de tout faire contre. Alors merci, je coupe, et puis on continue. Voilà. Alors,